La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission sur le thème de l'économie, puisque aujourd'hui nous allons partir d'une phrase de Jacques Rueff, ministre sous le général de Gaulle, pour développer la stratégie à avoir pour investir vos actifs. Alors cette phrase, il en a eu plusieurs qui l'ont caractérisée, mais celle-ci est particulière puisque son titre c'est « L'inflation, c'est financer des dépenses qui ne rapportent rien ». Par de l'argent qui n'existe pas. Phrase choc de Jacques Rueff qui va nous animer aujourd'hui. Alors, on a aujourd'hui une situation où vous avez de l'épargne, un contexte politique qui a été marqué par la victoire notamment de Donald Trump aux élections américaines. Mais au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut en tirer? Alors le parti de cette émission, c'est de vous dire que nous sommes dans une phase où cela va être compliqué en Europe, qu'il y ait autre chose que l'inflation. Et donc nous allons dans cette émission parler de comment investir vos actifs pour tirer parti de cette situation-là et faire en sorte que vous gagnez de l'argent au maximum. On rappelle quand même que dans cette émission, nous ne sommes pas là pour faire un appel à l'épargne, nous ne sommes pas là pour donner des conseils financiers et que bien évidemment le futur est, je vais vous décevoir, roulement de tambour imprévisible. Ce qui n'empêche pas quand même que l'on se pose des questions, que l'on analyse et que l'on prévoit certains scénarios. Alors dans cette émission, mesdames et messieurs, 3 points vont être évoqués. Est-ce une bonne nouvelle quand les taux des banques centrales européennes et américaines sont en baisse ? Puisque inconsciemment, en tant que bon Français qui aime l'immobilier, qui est un Gaulois et qui a un historique paysan dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui aime la terre, eh bien quand on voit les taux d'intérêt baisser, on se dit que c'est super, notamment pour nos investissements immobiliers à venir et nos travaux. Eh bien, dans cette première partie, on verra que c'est pas tout à fait le cas et je vous expliquerai notamment pourquoi. On fera une deuxième partie avec notamment l'opportunité qu'il y a sur le yen, qui avait déjà été soulevée en décembre 2023, repris dans les questions-réponses que l'on avait eues avec nos auditrices et auditeurs et que l'on va développer aujourd'hui. Le yen est-il un actif à privilégier? On reviendra sur l'opportunité unique d'investir dans le yen et pourquoi vous devriez en avoir, ou en tout cas y réfléchir à en avoir dans vos portefeuilles. Et on finira sur évidemment le meilleur, le plus polémique. Est-ce une bonne idée d'investir en Chine? Et je vous donnerai mon point de vue avec cette fois-ci une vision un petit peu plus objective que ce que l'on peut entendre dans la presse française et évidemment la presse britannique qui parfois a tendance à taper un peu fort sur nos amis chinois qui, on verra, nous ont battus à notre propre jeu, celui du capitalisme. Alors évidemment tout ça est sous réserve des dispositions qui vont être prises par Donald Trump, mais la tendance de fond est quand même bien celle-là, celle d'une inflation dans la zone Union européenne et l'on reviendra dessus. Alors premier point, eh bien quel est l'impact d'une baisse des taux des banques centrales européennes et américaines, puisque vous l'aurez compris, nous sommes dans une phase où notre amie Christine Lagarde et Monsieur Powell, qui sont respectivement tous les deux présidents des banques centrales européennes et américaines, sont dans une phase où ils ont une envie irrépressible de continuer à baisser les taux d'intérêt. Alors nous allons commencer par un de mes économistes préférés, qui d'ailleurs n'a jamais eu la réputation et le mérite qu'il aurait dû avoir, alors même qu'il est idolâtré par nos amis américains. Pour preuve, c'était notamment l'une des sources d'inspiration de Ronald Reagan pendant les années 80. Et donc nous allons commencer par Frédéric Bastiat, auteur français du 19e siècle, qui nous dit quelque chose. Il nous dit « En économie, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas ». Alors quand j'ai des taux d'intérêt qui baissent, qu'est-ce qui se voit? Eh bien la première chose qui se voit, c'est que le coût des crédits en Union européenne et aux États-Unis baisse. Donc forcément, si vous êtes un chef d'entreprise, vous avez le doux sentiment de pouvoir réaliser vos investissements, remplacer votre four à pain, remplacer votre machine-outil, remplacer votre mobilier si vous avez un salon d'accueil, avec un prix qui évidemment défie toute concurrence puisque cela vous coûte moins cher. Donc vous êtes content. Deuxième point, si vous êtes à la tête de l'État français ou de l'État américain, vous avez le doux sentiment que votre service de la dette va vous coûter nettement moins cher. Pour
preuve, aujourd'hui, les États-Unis empruntent à peu près à 3,7% par an sur 10 ans, là où la France emprunte, elle, respectivement, de son côté, à 2,9% par an. Donc, quelque part, c'est plutôt tout bénéfice d'avoir des taux d'intérêt qui baissent. Et enfin, pour finir, le profit des entreprises va donc monter quand j'ai des taux d'intérêt qui baissent, puisque, à court terme en tout cas, puisque, évidemment, les charges financières baissent, donc mon compte de résultat et mon résultat net augmentent, et je me retrouve donc dans une situation où le cours des actions va progresser. Ça, c'est ce qui se voit. Alors, ce qui ne se voit pas, j'ai malheureusement mangé son nom, mais il fut un chancelier allemand qui disait quelque chose de très juste. Il disait les investissements d'aujourd'hui sont les profits d'après-demain ou de demain. Et ce chancelier allemand, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire qu'en fait, lorsque j'ai de l'épargne, lorsqu'un usager, un citoyen a de l'épargne et que cette épargne est bien rémunérée, il va avoir tendance à investir davantage dans son épargne, il va avoir tendance à épargner. Et cette épargne va servir à quoi ? Elle va servir à financer directement ou indirectement les investissements des entreprises. Et donc, on sait qu'il y a un lien direct entre les investissements que l'on va réaliser dans l'entreprise et les profits de demain. Donc finalement, premier point, pour casser cette idée que les taux des banques centrales, lorsqu'ils sont faibles, favorise l'économie, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il est évident que lorsque vous avez, comme dans les années 80 ou 1985, des taux d'intérêt en France à 15%, vous, en tant que Français, vous avez peut-être envie d'investir, de placer, d'épargner sur votre livret A du moment, votre livret du moment, parce que ça va vous rapporter 15%. Et évidemment, si les taux d'intérêt, comme c'est le cas aujourd'hui, sont plutôt aux alentours de 3%, vous allez vous poser la question entre épargner et consommer. Et on sait très bien que, comme je le répète, et comme l'a dit notre ami chancelier allemand dont j'ai mangé le nom, et j'espère que il ne m'en voudra pas, ou en tout cas au moins ses héritiers, l'épargne d'aujourd'hui, ce sont les investissements de demain et les profits d'après-demain. Donc ça, c'est quand même un point qui est très important. Donc premier point, des taux de banque centrale assez faibles, c'est quelque chose de pas forcément positif. Deuxième point, n'oublions pas que le marché de l'endettement est un marché commun. Alors évidemment, sans manquer de respect, ou en tout cas sans simplifier la manière dont le marché de la dette se fait, c'est un petit peu comme le marché de Rungis. C'est-à-dire que vous avez l'État français, vous avez l'État allemand, vous avez l'État américain, vous avez l'État indien, vous avez l'État brésilien. Ces États-là, constamment, ils ont besoin de financement. Constamment, ils ont besoin d'emprunter à la fois pour financer leur déficit public, à la fois pour financer les infrastructures de leur pays, les écoles, les hôpitaux, éventuellement certaines routes si c'est nationalisé. Et ces pays-là sont en compétition. C'est-à-dire que lorsque moi je suis un Saoudien, par exemple, que j'ai 100 milliards de dollars à investir, j'ai le choix entre prêter à la France pour une rémunération de l'ordre de 2,9% par an, j'ai le choix de prêter aux États-Unis pour une rémunération de l'ordre de 3,7% par an, ou j'ai le choix de prêter aujourd'hui à l'Inde pour, roulement de tambour, 7% par an sur 10 ans, soit approximativement 2 fois le rendement qui va être proposé par les États-Unis ou simplement l'Union européenne. Donc, pour ce prix-là, moi, si je suis un investisseur saoudien, un peu comme si j'étais un restaurateur qui venait faire son marché à Rungis, pour ce prix-là, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir accès à une rémunération différenciante. Je vais avoir accès aussi potentiellement à une monnaie, la roupie, qui va m'exposer à un pays qui a, petit a, une énergie bon marché. Rappelons quand même que nos amis indiens ont une particularité aujourd'hui, c'est que ce sont parmi les premiers bénéficiaires et les premiers vainqueurs de ce conflit qui a opposé d'un côté la Russie et de l'autre, j'ai envie de dire, les pays occidentaux. Puisque jusqu'ici, la Russie vendait son pétrole et son gaz majoritairement à l'Union européenne. Lorsqu'il y a eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie, suite à toute une série de déclarations et suite à toute une série de sanctions, la Russie ne vend désormais beaucoup moins, ou quasiment plus, son pétrole à l'Union européenne. Donc elle a dû trouver de nouveaux clients. Elle a trouvé naturellement la Chine comme nouveau client, mais elle a également trouvé l'Inde. Et donc j'achète aujourd'hui une dette auprès d'un pays qui me rémunère plus, l'Inde, qui a des perspectives de développement qui sont assez fortes, parce que je peux acheter de l'énergie pas chère.
grâce au pays, peut acheter de l'énergie pas chère. Et en plus, eh bien, ce pays, l'Inde, a un marché intérieur qui est estimé à 1,417 milliards d'individus. Et donc, forcément, un marché intérieur de qualité. Alors, on voit que c'est pas évident, en fait, que baisser les taux d'intérêt m'amène à favoriser l'économie, en tout cas, à moyen long terme. Puisqu'on vient de voir que finalement, ça n'allait pas encourager les investissements dans ce même pays. Point 1. Point 2, ça allait peut-être amener les États-Unis, l'Union européenne à avoir des difficultés à se financer parce que les investisseurs étrangers allaient préférer peut-être d'autres pays qui avaient des qualités un petit peu différentes et des qualités plutôt agréables. Donc j'ai cité évidemment l'Inde, mais on aurait pu citer le Brésil, qui est un pays rempli effectivement de ressources naturelles, puisque dans les premières capitalisations boursières du Brésil, vous trouvez l'excellent Petrobras, rappelant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, cette société pétrolière brésilienne versait quand même un dividende de l'ordre de 20%. La deuxième capitalisation boursière, c'est une mine c'est une société minière assez large qui s'appelle Vale. Donc, on est quand même sur des pays qui ont des ressources, des matières premières et une profondeur assez intéressante. Et puis, vous trouvez aujourd'hui la Turquie, alors qui effectivement a ses problèmes politiques, mais qui sert quand même une rémunération de l'ordre de 27% sur sa dette. Donc, baisser les taux d'intérêt, c'est probablement une fausse bonne idée pour l'économie, parce que quelque part, ça nous amène dans une situation où évidemment on pourrait avoir des difficultés pour placer notre dette. Alors, est-ce que on a raison de placer sur ce sujet de la compétition de la dette les États-Unis et l'Union européenne au même niveau? Eh bien, la réponse, c'est non. Puisqu'aujourd'hui, même avec une baisse des taux, les Américains arriveront globalement toujours à placer leur dette et toujours à se financer sur les marchés, directement ou indirectement, à l'heure où on se parle. Alors, pour deux principales raisons, une mineure et une majeure. Commençons par la mineure. La mineure, c'est qu'aujourd'hui, 80% des transactions mondiales d'énergie se font encore en dollars. Donc, de toute façon, encore une certaine partie du pays, enfin du monde, a besoin de dollars pour payer son pétrole. Alors, c'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui, ça mériterait une émission complète. Mais c'est sûr que cette proportion de paiement et d'utilisation du dollar dans les transactions d'énergie est en baisse, c'est évident. Mais ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Et le deuxième point qui est majeur, c'est qu'aujourd'hui, que vous soyez un Saoudien, que vous soyez un Indien, que vous soyez un Chinois, que vous soyez un Brésilien ou un Argentin, les États-Unis sont attractifs d'un point de vue investissement pour une seule et même raison. C'est aujourd'hui la seule économie de la connaissance. C'est le seul pays où vous avez des sociétés qui brillent par leur capacité à innover et à concevoir. Et je vais vous donner un exemple si vous le voulez bien. Sur les 10 premières capitalisations boursières mondiales, c'est-à-dire que si vous prenez la numéro 1, qui est Apple, 3500 milliards de capitalisation boursière, c'est-à-dire que la valeur de titre, d'Apple est de 3500 milliards. Et que vous prenez la numéro 10, qui à ce jour est Broadcom, société américaine dans les semi-conducteurs, et qui fait 800 milliards de capitalisation boursière. Vous prenez ces deux extrêmes, il y en a 10 de sociétés. Et bien sur ces 10 sociétés, j'ai 9 américaines et 7 américaines qui ont un lien direct avec l'intelligence artificielle et ou les semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai Apple, 3500 milliards de capitalisation boursière. J'ai Microsoft Corporation, 3300 milliards de dollars de capitalisation boursière. J'ai Nvidia, 2845 milliards de capitalisation boursière. J'ai Alphabet, Google pour les intimes, 2000 milliards de capitalisation boursière. J'ai Amazon, 2000 milliards de capitalisation boursière également. Et je finirai par deux sociétés, Meta Platform, c'est-à-dire Facebook, 1400 milliards de capitalisation boursière et Broadcom, 800 milliards de capitalisation boursière. Ça donne le tournis, mais ce sont des sociétés uniques dans leur genre. Au passage, j'attire votre attention sur 2 points, parce que tous ces chiffres, c'est joli, mais qu'est-ce que ça donne en alternative? Je vous rappelle que nous avons une dette aujourd'hui de 3000 milliards d'euros. On va arrondir, ça veut dire qu'on a une dette, en tout cas l'État français a une dette de 3000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une dette de l'équivalent
de la valeur d'Apple, ce qui est assez significatif. Donc on est sur des très très gros montants et assez importants. Et donc évidemment, si je suis un Saoudien, un Chinois ou peu importe, eh bien j'aurais quand même tendance, si je ne souscris pas à la dette américaine, d'aller financer le développement des États-Unis en achetant des sociétés qui sont uniques dans leur genre aujourd'hui et que l'on trouve nulle part ailleurs, qui sont les sociétés que je vous ai évoquées. Alors, la France, elle, évidemment, est dans une situation un peu différente et on verra ce que ça va impliquer puisque je vous rappelle que nous devons trouver l'équivalent de la valeur de Broadcom. Nous devons trouver l'équivalent de 4 fois la valorisation de Total. Nous devons trouver l'équivalent de 6 fois la valorisation d'Air Liquide dans les 2 ans pour refinancer la dette que nous avons. C'est-à-dire que dans 2 ans, enfin entre maintenant et dans 2 ans, il va falloir que l'État français emprunte 600 milliards d'euros pour pouvoir refinancer sa dette, payer son déficit public et payer le service de la dette. Et je ne vous parle pas des investissements qu'il serait à faire dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. C'est encore un autre sujet. Donc, ce n'est pas évident que, avec toutes ces caractéristiques, nous soyons attractifs et nous arrivions aujourd'hui, demain, après-demain, à placer notre dette sur le marché mondial. Donc dans ces conditions, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, vu que nous n'avons pas l'alternative d'être capable de placer cette dette, il n'est pas impossible que nous fassions marcher la planche à billets, c'est-à-dire que nous faisions ce que nous faisons depuis 2012, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne va placer des obligations, va émettre du papier, enfin en tout cas que l'État français ou l'État allemand va émettre du papier qui est acheté dans la foulée par JP Morgan, enfin par BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et toutes les banques européennes, et ensuite, dans un deuxième temps, vendu assez rapidement à la BCE, ce qui est d'ailleurs contraire aux traités européens, est une manière donc de créer de la monnaie. Alors vous allez me dire, oui mais tout ça c'est beau, qu'est-ce que ça implique pour mon épargne ? Eh bien écoutez, c'est très simple. Je vous propose de prendre cette phrase d'un des mentors de l'économie mondiale sur l'inflation. L'inflation, et donc je cite Milton Friedman, 1912-2006, prix Nobel de l'économie et probablement l'un des meilleurs économistes de tous les temps. Comme il est américain et qu'il n'est pas français, on dira que c'est le numéro 2 derrière Frédéric Bastiat. On est bien d'accord. L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire, en ce sens qu'elle est et qu'elle ne peut être générée que par une augmentation de la quantité de monnaie plus rapide que celle de la production. C'est-à-dire que Milton Friedman, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que comme on aura de la difficulté à placer notre dette, eh bien, on risque d'être amené à produire et à intégrer de la monnaie bien largement supérieure à notre économie, et que dans ces conditions-là, on pourrait avoir, eh bien, tout simplement une dépréciation de notre monnaie. Et ça, c'est important pour vous, épargnants, parce que vous allez me dire, oui, mais tous ces concepts économiques, etc., ça me dépasse. Bah oui et non, parce qu'en fait, l'inflation, c'est la dépréciation de la monnaie, et au final, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le billet de 100 euros que vous avez dans votre poche, le billet de 50 euros que vous avez dans la poche, ou même la pièce de 2 euros que vous avez dans la poche, et ben demain après-demain, elle vous donnera certainement un pouvoir d'achat bien moins faible que celui que vous avez aujourd'hui. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous s'amusent à regarder le prix de leurs courses depuis 2012 ou simplement depuis les 5 dernières années, ils assisteront évidemment à une certaine inflation. Donc, pour conclure cette première partie, nous dirons tous ensemble que cette baisse des taux, ou en tout cas ces taux qui sont relativement bas, sont clairement une idée désagréable, et même plus que désagréable pour votre épargne, et vont aboutir au final non seulement à une baisse de profit des entreprises, mais également, au-delà de tout ça, à une inflation qui va attaquer votre pouvoir d'achat. Et donc, je vous propose qu'on continue cette émission après une petite page de pause. Je rigolais, on va continuer dans cet échange-là. C'était simplement parce que j'ai toute une série d'individus qui m'écoutent avec beaucoup de plaisir, dont l'exceptionnel Jean-Pierre Germain, qui comme d'habitude au platine brille par sa dextérité sur le plateau, et c'était évidemment pour lui faire une petite frayeur comme les autres membres du public qui nous assistent aujourd'hui dans cette magnifique émission. Alors, pour continuer cet exemple-là dans cette première partie, et on conclura là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
baisse du pouvoir d'achat, dépréciation de la monnaie et possiblement faire marcher la planche à billets veut dire également et possiblement que l'or va continuer à monter. Et je vous propose donc de prendre une phrase, encore une fois, d'une personnalité qui est le fondateur de la banque JP Morgan, qui s'appelle John Pierpont Morgan. Et John Pierpont Morgan nous dit « L'or, c'est de la monnaie, tout le reste, c'est du crédit ». Donc, conséquence directe de tout ce qu'on s'est dit là, c'est qu'il est probable que l'or physique continue de monter. Pourquoi ? Parce que si vous êtes un investisseur chinois, si vous êtes un investisseur saoudien, ou si simplement vous êtes un investisseur français, vous pouvez avoir des doutes sur la pérennité de la monnaie euro. Non pas la pérennité en tant qu'existence, même si certainement il y a des raisons de le douter, mais surtout la pérennité sur le pouvoir financier et la réserve de valeur que cela représente. Donc effectivement, dans ce point, baisse des taux égale probablement la capacité que vous pourrez avoir effectivement à un instant T de raison à avoir l'or qui progresse. Nous avançons dans cette émission et nous allons attaquer le deuxième point fondamental de ce qu'il est en train de se passer, à savoir l'impact sur le yen et pourquoi le yen est-il un investissement que nous devons considérer aujourd'hui, ou en tout cas quelque chose qui est à intégrer. Alors évidemment, je vous rappelle encore une fois que nous ne sommes pas là pour faire des prédictions, que le futur est évidemment inconnaissable, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des analyses et d'envisager des scénarios. Et dans le yen, j'aimerais revenir avec vous sur plusieurs scénarios qui sont possibles et qui feraient que quelqu'un qui aurait envie d'investir pourrait gagner de l'argent dans le yen devise japonaise. Alors tout d'abord, nous allons partir du point de départ, qui est le taux de rendement des obligations japonaises. Aujourd'hui, l'État japonais, à l'heure où on se parle, emprunte et rémunère donc ses investisseurs qui lui prêtent de l'argent à environ 1%. Alors mettez-vous quelques instants à la place de Madame Watanabe. Madame Watanabe, c'est la femme, le conjoint de l'époux japonais qui gère les finances au Japon. Et oui, au Japon, c'est comme ça que ça se passe. Madame Watanabe, elle a 100 à placer. Elle peut soit placer ça sur un compte à terme ou un compte sur livret au Japon, à Tokyo. Et là, elle peut généreusement espérer du 1% par an. Ou alors, elle peut, si elle le souhaite, acheter des obligations d'État françaises, acheter des obligations d'État allemandes, acheter par exemple une société comme Equinor, société norvégienne, 50 milliards de capitalisation boursière, qui verse aujourd'hui un solide dividende de 7% par an, versé en couronne norvégienne. Donc en plus, une monnaie qui est indépendante de l'euro. Donc elle peut avoir envie de faire ça. Et qu'est-ce que ça va impliquer pour elle ? Et qu'est-ce que ça va impliquer pour le pays ? Ça va impliquer pour le pays que du coup, beaucoup de Japonais vendent du yen pour acheter d'autres devises. Et donc la conséquence directe, c'est que le yen se déprécie contre les autres monnaies. Oui, mais moi, je suis un investisseur français, cela ne me touche pas. Alors, oui et non. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que une monnaie, notamment lorsque c'est une monnaie dite G3, c'est-à-dire l'une des 3 plus grosses monnaies du monde, en termes de volume, donc vous avez l'euro, le dollar et le yen, eh bien, ces monnaies-là finissent toujours par revenir à leur vraie valeur, c'est-à-dire la valeur du parité du pouvoir d'achat. Pourquoi ? Simplement parce que aujourd'hui, l'Allemagne et le Japon, ou la Chine et le Japon, ce sont des pays qui rentrent en conflit direct l'un avec l'autre. Ce qui veut dire que si moi je suis un producteur de voitures allemand, par exemple BMW, si moi je suis un producteur de voitures japonais, Toyota, et qu'un jour je me retrouve à devoir faire une vente en Indonésie ou en Malaisie ou en Argentine, eh bien pour une voiture équivalente, pour une voiture avec les mêmes fonctions, pour une voiture avec le même niveau d'option, eh bien, je vais me retrouver fondamentalement contre Toyota avec un prix qui va être supérieur de 25%. Donc, je ne vais pas faire cette vente parce que le yen est décoté par rapport aux autres monnaies. Et évidemment, parmi ces raisons-là, c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, pour un investisseur, dans les scénarios que je vais vous évoquer, il pourrait y avoir un intérêt à avoir du yen. L'intérêt, c'est le suivant, c'est que lorsqu'on construit un portefeuille, petite parenthèse, ce que l'on cherche avant tout, c'est à avoir un certain équilibre. Faire en sorte que différents scénarios soient prévus, différents scénarios soient intégrés et que finalement les éléments de votre portefeuille se répondent les uns aux autres.
c'était pour introduire le propos. Et là, forcément, je me retrouve dans un schéma où si j'intègre du yen dans mon portefeuille, je vais avoir quelque chose qui va faire complètement contrepoids au marché action. Dans les différents échanges qu'on a pu avoir au cours de ces 2 ans où on a travaillé ensemble et où vous avez eu la fidélité, la loyauté de continuer à écouter mon émission et plus largement la Radio Grand Lac, on a vu ensemble que la meilleure manière de protéger son capital en période d'inflation, c'est d'investir en actions, dans des actions cotées. Parce que ce sont des titres de propriété et que ça vous appartient à vous et qu'on ne viendra pas vous les prendre. En tout cas, ça sera beaucoup plus difficile de vous les prendre que de ne pas vous rembourser vos obligations, que ne pas vous rembourser différents contrats que vous pourriez avoir. Et le deuxième point, c'est que une action protège de l'inflation parce que vous allez générer du chiffre d'affaires partout dans le monde. Sauf que les actions ont un inconvénient, c'est que par moment, vous vivez des cracks boursiers qui ne vont pas mettre en difficulté vos actions. C'est-à-dire que Nestlé, L'Oréal, Air Liquide ne vont pas faire faillite. Mais à un instant T de raison, elles vont avoir leur cours qui va baisser peut-être de moins 20, de moins 30% et qui vont faire que le capital ne sera pas disponible. Donc, votre argent, vous le retrouverez. Prenons un exemple, en 1973, au début du choc pétrolier, le premier, L'Oréal, Air Liquide ou d'autres sociétés perdent moins 20, moins 30%. L'Oréal, Air Liquide sont toujours là. Walmart aussi d'ailleurs, si on prenait un autre exemple. Donc, pendant cette période-là, vous n'avez pas accès à votre capital. Vous continuez à toucher des dividendes puisque l'entreprise, elle gagne de l'argent d'un point de vue comptable. Mais le cours de l'action a baissé. Donc, il faut que on intègre un autre élément ou d'autres éléments dans votre portefeuille, ici le yen, mais l'or aussi en fait partie, l'or physique, pour qu'on puisse faire contrepoids, pour que pendant cette période de difficulté, et on ne sait pas quand elle va survenir, parce que bien évidemment, votre serviteur, s'il savait quand allait arriver le prochain krach boursier, quand il savait quand allait arriver la prochaine récession économique, il ne serait probablement pas en train de parler à Radio Grand Lac aujourd'hui. Je serais probablement multimilliardaire en train de siroter des cocktails au Costa Rica. Ce n'est pas le cas. Mais ça n'empêche pas de prévoir et d'anticiper les queues de distribution dont on a déjà parlé dans cette émission. Et donc le yen est un fabuleux contrepoids parce qu'il va nous permettre 2 choses. Si jamais on a un krach boursier, je vais vous expliquer pourquoi le yen va monter ou devrait monter. Parce qu'évidemment, je fais pas de prédiction. Mais il devrait fortement monter. Et le deuxième point, c'est que ça va nous permettre, en cas de difficulté économique, d'avoir du capital disponible pour soi. Petit a, pouvoir continuer à avoir des compléments de revenus pour ceux qui m'ont fait confiance et qui travaillent avec moi sur cette problématique-là. Et petit b, pour avoir du capital disponible, soit pour faire des bonnes affaires, parce que du coup, on va avoir des actions de qualité qui vont se retrouver décotées. Je veux dire, vous prenez une boîte aujourd'hui comme Exxon qui verse 4% de dividendes. Donc, pour faire simple, ça veut dire que Exxon vaut 100 aujourd'hui et verse 4 de dividendes. Et ces 4 de dividendes, elle les verse à peu près depuis 50 ans. Mais si demain Exxon, qui est une société qui fait 500 milliards de capitalisation boursière, qui est toujours dans le top 30 des plus grosses capitalisations boursières, ou top 50, peu importe, depuis 1980. Cette boîte-là, à un moment donné, pour une raison qui n'est pas comptable, mais qui est simplement conjoncturelle ou en tout cas qui n'a pas un fondamental avéré. La boîte continue à gagner de l'argent, mais tout le monde la vend. Son cours vient à tomber à 50 et que vous l'achetez. Elle continuera à verser 4 de dividendes. Donc au lieu de me retrouver dans un schéma où je n'ai que 4% de rendement du dividende, je me retrouve dans un schéma où j'ai du 8% de dividende. Donc c'est ça l'enjeu. Et pourquoi le yen pourrait se retrouver à monter en période de crise économique ? Tout simplement parce qu'en fait, si à un moment donné, il y a une crise économique en Union européenne, si à un moment donné, les taux d'intérêt continuent de baisser dans l'Union européenne, que va faire Madame Watanabe ? Elle va se dire, je ne gagne plus assez d'argent par rapport au taux de rémunération au Japon, je vais rapatrier mes capitaux qui sont en Europe et je vais les remettre au Japon. Je vais vendre de l'euro, vendre du dollar pour acheter du yen et ça me fait remonter automatiquement ma performance et mon cours du yen. Et si moi je suis investisseur et que j'ai du yen à ce moment-là, je prends une hausse significative. Et ça, c'est vraiment très très important. L'autre point sur le yen et qui va nous permettre de faire une transition qui nous amènera à conclure ce propos, en tout cas ça sera notre dernier point, c'est qu'en fait il est très probable que le yen monte par une action directe ou indirecte de la Chine.
Prenons, si vous le voulez bien, un petit peu de hauteur et revenons un petit peu en arrière. À la base, on a une société chinoise qui, en l'espace de quelques années, en l'occurrence une quinzaine d'années, est devenue le premier producteur mondial d'automobiles, mais surtout le premier exportateur mondial dans les pays émergents. On sait qu'aujourd'hui, la Chine exporte davantage dans les pays émergents que ce qu'elle exporte en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que les Chinois, eux, sont très sensibles à leur devise. Et les Chinois prennent de front nos amis les Japonais, puisque tout ce que produit la Chine, en partie le Japon l'a produit. Les Japonais sont très bons sur la robotique, les Japonais sont très bons sur la chimie, et les Japonais sont très bons sur l'automobile. Les Chinois, c'est à peu près la même chose. Toyota contre BYD, ça pourrait faire l'objet d'un véritable match de boxe de poids lourd. Et donc la réalité, c'est quoi? C'est que ce qui empêche aujourd'hui les Chinois de poursuivre, et j'ai bien dit de poursuivre, leur mouvement de croissance économique, c'est que leur monnaie n'est pas assez basse face au yen ou que le yen est trop bas par rapport au yuan. Le yen, attention, c'est la devise japonaise, le yuan, c'est la devise chinoise. Donc il n'est pas impossible que nos amis chinois, qui ont 5 000 milliards de réserves de change de dollars, qui n'ont pas du tout l'intention d'acheter des obligations d'État américaines, en tout cas à l'heure où on se parle, qui ont évidemment envie d'acheter des sociétés dont on a parlé tout à l'heure, Facebook, Meta, etc., mais qui ont aussi envie de faire autre chose. Il n'est pas impossible que ces Chinois-là utilisent leurs 5 000 milliards de dollars pour acheter du yen, faire monter le cours du yuan, enfin du yen contre le yuan, et donc permettre aux sociétés chinoises de faire exploser leurs profits. C'est la seule chose qui leur manque aujourd'hui, puisque les Chinois ont globalement eu une politique économique exceptionnelle. Et j'aimerais juste rappeler à tout le monde, puisqu'on se permet beaucoup de donner des leçons en Europe, mais rappelons que le niveau de vie des Chinois sur les 15 dernières années, et notamment en l'occurrence les 12 dernières années, a fondamentalement augmenté, ce que nous sommes incapables de dire de notre côté, puisque si vous regardez aujourd'hui le niveau de vie que l'on a, il est probablement en termes de qualité de vie pure, mais aussi en termes économiques, probablement inférieur. Et je vais vous donner un exemple pour souligner ceci. En 2012, vous êtes chinois, vous êtes un ouvrier, premier échelon de la société chinoise BYD. Il vous faut 110 mois de salaire pour vous acheter un modèle que vous avez contribué à construire. Le premier modèle de BYD, le Seagull. C'est peut-être pas le premier modèle, s'il y a des spécialistes de voitures, mais en tout cas, c'est un des premiers modèles. Et vous pouvez l'avoir pour moins de 10 000 $. Et donc, il vous fallait 110 mois de salaire, donc une éternité, 10 ans à peu près, pour vous acheter ce véhicule. En 2024, il faut désormais 10 mois aux Chinois pour s'acheter le même véhicule. Donc les Chinois ont un niveau de vie qui a augmenté. Ils ont, grâce à BYD, entre autres, je cite BYD parce que il faut prendre un exemple, ils ont réussi à gagner énormément de parts de marché. Et ce qui va leur manquer, eh bien, c'est simplement, alors c'est pas uniquement ça, mais ce qui va leur manquer, c'est en tout cas d'être capable de gagner des affaires à l'exportation contre les sociétés japonaises et notamment automobiles. Alors j'aimerais illustrer quand même un point sur, on va dire la capacité des Chinois à aujourd'hui considérer que l'Union européenne et les États-Unis sont un tout petit marché. Je vais vous citer un exemple qui est assez flagrant, qui est ce qui s'est passé entre Apple et Tencent. Pour ceux qui ont suivi et ceux qui n'ont pas suivi, tant mieux. On va pouvoir ensemble découvrir quelque chose aujourd'hui. Eh bien, Apple a demandé à Tencent il y a quelques mois, comme pour toutes ces applications, une somme de l'ordre de 15% sur le montant des abonnements liés à l'application WeChat. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'aller en Chine ou en Asie, c'est très simple. En Chine, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas l'application WeChat. WeChat, ça vous permet de discuter avec vos copains, ça vous permet de commander tout ce que vous voulez, et ça vous permet aussi de commander les taxis. Et donc, Tencent a dit oui mais non merci, je ne vais pas vous reverser une partie de mes commissions simplement pour que vous mettiez à jour l'application, je refuse. Et donc, Tencent a même dit à Apple, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, si on fait ça, sachez que simplement, il y a peut-être des gens qui vont arrêter d'acheter votre téléphone. Et donc Tencent a refusé et Apple a fini par céder pour bien montrer aujourd'hui, très clairement, que nos amis chinois, soyons assez clairs, sont dans une position de force. Donc,
Pour résumer tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, ça sera notre conclusion. Dans un premier temps, on a compris que la baisse des taux d'intérêt, ça allait amener une dépréciation de la monnaie et donc ça allait renforcer l'inflation. Et que la meilleure manière de traiter ça, c'était de continuer à investir dans des actions cotées et de considérer l'or physique désormais comme un actif protecteur. Dans un deuxième point, on a vu que la montée en puissance de la Chine et que le différentiel des taux d'intérêt amenait à considérer dans une allocation d'actifs le yen, devise japonaise, comme une alternative possible, comme un complément à une allocation d'actifs où vous auriez des actions cotées. Et ensuite, ce qu'on vient de se dire, c'est qu'en Chine, il y a probablement pas mal de business à se faire. Il y a probablement une zone économique qui est riche et sur laquelle on peut faire des investissements et qu'il faut peut-être considérer désormais dans la partie actions cotées, non seulement investir dans des sociétés françaises, européennes, américaines, qui ont une part significative de leur chiffre d'affaires dans cette zone, mais également voir des sociétés chinoises cotées. Rappelons quand même qu'aujourd'hui, vous mettez votre pouce sur Hong Kong et vous faites un cercle de 2000 km². Et sur cette zone-là, vous avez 50% du PIB mondial qui s'y trouve. 50% du PIB mondial qui s'y trouve. Donc c'est très clair, c'est là où vous allez avoir la zone économique la plus riche du monde. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, voilà quelques petits exemples qui sont à intégrer dans vos allocations d'actifs. Je vous répète encore une fois, il ne s'agit pas d'une incitation à investir, il ne s'agit pas d'un conseil en titre vif, il s'agit simplement d'agiter des idées, de réfléchir à des scénarios et d'essayer d'être le plus analytique possible, car il s'agit de protéger votre épargne. Et on va conclure, définitivement cette fois-ci, cette émission par une phrase de Jean-Paul II, un des meilleurs papes que l'Église catholique ait eu. Messieurs, dames, n'ayez pas peur. Allez, c'était Fabien Giraud en direct de Radio Grand Lac. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission où on accueillera David Faravellon de De Gaulle Florence sur comment ouvrir son capital à un fonds d'investissement et sécuriser son patrimoine professionnel. À très vite. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.